printemps 99, j'ai fait mon stage 6 mois, je suis parti en Nouvelle-Zélande, où j'ai vu un système très atypique pour produire du lait, donc avec des vélages très groupés sur l'hiver. En fin d'hiver, et avec un système utilisant au maximum la prairie, le pâturage pour produire du lait. Et j'étais intéressé de savoir comment des éleveurs à l'autre bout du monde avaient mis en place des systèmes pour se passer de subventions. Et finalement, je me suis aperçu que toute la conduite, tout le management, l'organisation du travail était prévu pour valoriser l'herbe et pour optimiser au mieux la main-d'œuvre. Et finalement de produire à un coût le plus bas possible. Donc la première fois que j'ai pensé à réfléchir sur l'évolution de mon système, que j'étais en GAEC avec mes parents, l'âge de la retraite approchait. Et là, je me suis posé la question comment j'allais faire mon travail, comment j'allais gérer la ferme après le départ en retraite de mes parents. Comme beaucoup, plusieurs possibilités, soit d'embaucher, faire appel à la main-d'œuvre salariée, soit moi à l'époque, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de produire plus. On s'approchait de la fin des quotas, que l'avenir c'était de produire plus avec des robots pour remplacer la main-d'œuvre. Mais tous ces systèmes-là, ça ne m'attirait pas parce que pour moi, c'était plus d'investissement, plus d'endettement et plus de pression indirecte sur mes épaules. 2 fois, je suis allé en Angleterre et en Bretagne, dans l'Ouest, en Normandie, où j'ai visité des exploitations qui avaient mis en place des systèmes basés sur le pâturage, très économes, et je me suis aperçu qu'en voyant leur comptabilité, leurs résultats économiques, avec des systèmes très simples, vraiment très très simples, et ces exploitations-là avaient un système très durable et ils sortaient des marges très correctes. Et à l'époque, le système aurait voulu que mon frère place mes parents et qu'on s'associe, que GAEC, la ferme, continue dans le même sens. Chose un peu atypique, on a décidé de séparer la ferme. Mon frère Benoît a repris la partie, une centaine d'hectares en terre de céréales. Et moi, je me suis spécialisé en lait, donc en reprenant les prairies, plus 25 hectares de terre labourable qui me servaient à faire du maïs fourrage. Donc on a fait un assolement en commun et on avait du matériel en commun avec mon frère, comme si finalement rien ne changeait. Mais par contre, on avait chacun notre responsabilité. À l'époque, notre papa, il voyait ça un peu comme un échec de séparer la ferme. Notre comptable lui a expliqué que non, au contraire, c'était plutôt une force et que moi et mon frère, on pourrait continuer à travailler ensemble et qu'en fin de compte, il y aurait toujours les mêmes synergies. Après 5-4 ans d'expérience comme ça, je m'entends très bien avec mon frère, peut-être même encore mieux qu'avant. Et honnêtement, je pense que c'était plutôt une réussite. J'ai souhaité aller encore plus loin dans la simplification. J'ai choisi d'arrêter de faire du maïs sans silage et donc de convertir toute la ferme en système pâturant, donc en système tout herbe. Alors ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Moi, ma volonté d'aller vers plus de pâturage pour les vaches, le facteur limitant, c'est l'accessibilité des vaches aux prairies. À l'époque, j'étais limité, j'avais juste 20 hectares accessibles. Et si je souhaitais aller dans un système comme ça, très basé sur l'herbe, il me fallait que j'ai plus de surface accessible. Donc ça s'est fait avec les 4 voisins. On a fait des échanges de parcelles amiables. Donc on était propriétaires en grande partie. Donc au niveau administratif, il n'y a pas eu de souci. J'ai donné la bonne terre entre guillemets de céréales contre des terres en prairie. Mais ma volonté, c'était toujours je recherchais vraiment des parcelles accessibles à mes vaches. Donc au final, j'ai eu la chance d'avoir 50 à 52 hectares très facilement accessibles au temps de l'exploitation, plus 25 hectares de l'autre côté d'une route passagère. Donc la simplification s'est mise en place grâce, à mon avis, au parcellaire. La grosse particularité, c'est que depuis l'année dernière, j'arrête de traire l'hiver. Tous les vélages sont groupés sur 2 mois et demi. L'idée, c'est de produire uniquement avec du pâturage, donc sans concentrer et encore une fois au coût le plus bas possible. Donc les tâches sont très saisonnalisées et en fin de compte, je m'aperçois que c'est un peu le système qu'on voit en élevage de porc où tout est très séquencé, très, très groupé. Donc la productivité, alors ça peut choquer peut-être certains de mes collègues, mais la productivité vache a fortement baissé puisque d'une production moyenne entre 7 et 8 000 litres de lait par vache, là, je suis descendu entre 4 500 litres et 5 000 litres, mais il n'y a pas du tout d'achat de concentré. Au niveau organisation du travail, ce système-là me plaît bien parce que pendant 3 mois, donc de février à avril, j'ai les vélages et j'ai qu'une tâche à penser à cette époque-là. Alors ça peut paraître
énorme parce que par exemple en 2020, je prévois quasiment 80 vélages en un mois. Mais encore une fois, j'ai que ça à penser. On est assez organisé et ça se passe finalement bien, même avec 10 à 12 vélages par jour. Donc après, on arrive à la période au printemps, au 1er mai. Donc là, c'est la période où je commence les inséminations. J'insémine pendant un mois les animaux. Ensuite, pendant 2 mois, ce sont les taureaux qui prennent le relais. Et fin août, donc au bout de 3 mois, je retire les taureaux. Et ce qui se passe, c'est qu'au mois de septembre-octobre, je fais des échographies et des gestes tests aussi en parallèle. Moi, dans mon système, la fertilité, elle est primordiale. Donc, il faut vraiment des animaux qui se reproduisent en 3 mois. Donc, depuis 3 ans, j'importe de la génétique qui vient de Nouvelle-Zélande et qui me paraît beaucoup plus adaptée à ces systèmes-là. Donc, j'espère là progressivement améliorer la fertilité grâce aux croisements qui vont arriver à partir de l'année prochaine. J'arrête de traire juste avant Noël. Donc, ce système-là me permet au moment des fêtes de fin d'année, d'être en famille et puis de ne pas avoir la traite des vaches. Le travail est très très simplifié puisque pour une centaine de vaches, j'ai environ 1 heure de travail l'hiver. Ça consiste à pailler, à mettre les rouleaux de foin et surveiller que tout va bien et c'est tout. Pendant la saison des vélages, au niveau organisation du travail par rapport à un système où les vélages sont étalés, c'est que je fonctionne en 2 lots. Donc j'ai un lot, le lait qui est commercialisable, qui peut aller autant qu'à lait, donc qui passe en premier. Donc c'est tout le lait commercialisable à plus de 7 jours par rapport au colostrum où il y a eu des vaches en traitement. Et j'ai le deuxième lot, donc là c'est tous les vaches forcément fraîches vélées ou qui ont eu un traitement, qui sont dans un deuxième lot et qui passent après le premier lot. Et le lait n'est pas écarté dans des bidons, le lait est directement récupéré dans un petit tank ou dans une louve. Donc j'ai un gros milk bar qui me sert pour alimenter les veaux. Donc voilà, au niveau organisation de travail, le fait d'avoir 2 lots comme ça fonctionne assez bien. Les fraîches vélées, dès qu'elles commencent à véler, à partir du 15 février, elles commencent à sortir en pâturage la journée. Donc dès qu'une vache vèle, elle sort. L'objectif, c'est qu'elle qu'elle broute le maximum d'herbe. Seuls les animaux qui ne sont pas encore vélés restent au bâtiment. Tous les animaux, les génisses et les vaches sont en bâtiment et je pense que je gagne beaucoup en efficacité grâce à ce système-là. En étant en vélage saisonnalisé comme ça, il faut plutôt faire ce sentiment. Des fois, on est éleveur, il y a des vaches qu'on aime bien et si cette vache-là, à la fin de la période de reproduction, après le fin août, si elle n'est pas pleine, malheureusement, il y a un choix à faire. Donc il faut s'en séparer. Ça, c'est quelque chose qui peut, à mon avis, freiner beaucoup. Et maintenant, je ne fais plus mon contrat. Avant, j'avais un contrat de 600 ml de lait, mais je pense que je vais être à 430-440 ml de lait. Donc ça veut dire que concrètement, je suis en dessous des 85% de production. Ça ne me gêne pas parce que je sais qu'économiquement, la baisse des charges compensera largement la baisse de la production lait. J'ai besoin d'un certain niveau de BE. Je sais que à l'heure actuelle, ce niveau de BE est maintenu. La trésorerie, l'exploitation est plutôt satisfaisante. En parallèle du changement de système, j'ai converti aussi l'exploitation à l'agriculture biologique depuis septembre 2018. Je vais arriver en fin de conversion en mars 2020. J'ai bénéficié de l'aide de la laiterie, donc d'une aide de 40 € des 1000 litres. Donc, qui en termes de trésorerie donne sérieusement un gros coup de fouet. Je suis en filière non OGM, donc je bénéficie aussi de 10 € des 1000 litres en plus. Le fait d'arrêter de traire l'hiver qui pourrait freiner les laiteries, je pense qu'à partir du moment qu'on explique notre projet, qu'on explique la démarche, qu'il n'y a pas de frein de leur part. Donc des fois la profession, je pense qu'on se crée des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Pour allonger au maximum la période de pâturage, donc il y a plusieurs choses. J'ai investi dans des chemins. Pour moi, c'est vraiment l'investissement le primordial dans un système pâturant. Donc j'ai investi pas loin uniquement pour la partie chemin, quasiment 30 000 €. J'ai bénéficié quand même, il faut le souligner, des aides de PCAE. Donc j'ai touché quasiment 8 000 € pour l'aménagement du chemin pour les vaches. Donc au global, quand on compte tout, aménagement du chemin, les abreuvements, le drainage, je suis à peu près à 50 000 € d'investissement, donc soit 1 000 € à peu près par hectare. Donc on a gagné au global 3 mois de pâturage, rien que par des aménagements, des infrastructures. Donc avec Valérie, on a chiffré aussi un petit peu l'évolution de l'EBE. On a aussi au niveau technique, on a chiffré tout ce qui est le bilan humique, le phosphore, le potasse, toutes ces choses-là. Donc voilà, il y a eu un accompagnement. On a aussi travaillé sur le bilan de la matière utile des vaches, parce que c'est important de sélectionner les animaux et d'avoir un lait de haute valeur ajoutée sur l'exploitation. Et puis bien sûr, il y a la marge brute qui là est
est incontournable. La notion de marge brute, calcul de marge brute est vraiment primordial, très important pour moi, parce que ça permet de me situer et de savoir où est-ce qu'on va et si les chiffres sont concordants par rapport aux collègues. Si on n'a pas des chiffres bien clairement mis sur la table, à mon avis, on ne peut pas évoluer. Donc moi, si j'ai un message à passer à mes collègues éleveurs, c'est que voilà, il n'y a pas un système. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir d'autres exploitations. Lever aussi la tête du guidon, faire attention à la surcharge de travail et puis à l'endettement et au surendettement et toujours à la course à l'investissement, toujours produire plus. Il y a peut-être d'autres voies à explorer.